Peut-être acquerrons-nous, dans une étude du jeu, les outils conceptuels nécessaires pour arriver à une compréhension originelle de la différence entre l'homme et le cosmos et de leur affinité. Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Ça m'appelle le Père Noël, je m'ennuie beaucoup. Joyeux Noël! 24 décembre! 4e dimanche de Noël. Hein? On fête ça, c'est la veille de Noël. Par Noël, je veux des bebelles comme les années passées. Ma promesse que je t'ai faite, je l'ai toujours gardée. Mon papa et ma maman, j'ai toujours écouté. Oh Noël, oublie-moi pas, laisse-moi pas le cœur brisé. Père Noël, je veux des bebelles comme les années passées. La promesse que je t'avais faite, je l'ai toujours gardée. Hey, la famille Larin. Y'a rien qui bat ça. Rien qui bat la famille Larin. Bon, mais en tout cas, joyeux Noël pour ceux qui sont là en ce 4e dimanche de l'Avent. On fête ça encore avec un épisode un peu pas spécial, mais c'est ça. C'est le 4e texte de la série de 5. Donc le pénultième texte. C'est ça, un texte qui parle de théâtre, c'est ça parle de théâtre, ça parle, bon, c'est ça, là, comme j'ai dit dans le premier épisode de la série, ça a été écrit dans le cadre de séminaire, fait que c'est un peu des fois bizarre peut-être d'où les textes partent, là. C'est comme tout le temps, je dirais, je réponds à quelque chose, à un texte que j'ai lu ou quelque chose, tu sais. C'est tout le temps des réactions à quelque chose. Mais il y a tout le temps, j'ai le temps quand même d'amener un point, tu sais, à la fin, d'établir quelque chose à la fin qui a rapport au jeu, qui a rapport à l'art ou à c'est ça. À ce que je me suis donné comme objectif, là, c'est tout le temps le jeu quand même qui est en jeu. Avec c'est ça, c'est un texte aujourd'hui qui parle de théâtre, puis de l'art, puis de make-believe, qui est une notion, un concept de faire à croire, faire comme si. C'est un peu ça. On en a parlé dans l'épisode, dans le premier épisode avec Henriot, puis on a touché un peu aussi là-dessus dans le 2e épisode. Fait qu'on revient un peu, mais c'est un texte un peu peut-être moins qui a rapport, un peu peut-être plus bizarre à comprendre, mais tout ça pour dire que je réponds à quelque chose que j'ai lu là, dans un livre de Brian Upton. Brian Upton, qui s'appelle The Aesthetic of Play. Fait qu'on va passer ça. Puis, c'est ça. Le texte est moins long. Écoute, c'est la veille de Noël, on n'a pas le temps tant que ça. Fait que, allons-y. Dans le chapitre Performance du livre de Brian Upton, The Aesthetic of Play, ce dernier tente de montrer que c'est la part de jeu, de play, que se permet un acteur en accomplissant son rôle qui fait de sa performance une performance intéressante et bonne. Brian Upton nous dit « A theatrical performance doesn't demand to be played the same way that a game does, but it does possess the potential to become playful if the actor approaches it with certain internal constraints. This means making choices that reinforce the constraints that define his character or situation, or making choices that open up interesting lines of future action, or, if the performance is drawing to a close, making choices that leads to a sense of stability and closure. » Selon Upton, l'acteur doit opter pour une méthode de jeu au sens de acting et non de play, plus libre et moins contrainte par des directions rigides et précises afin de permettre à sa performance d'être plus convaincante, meilleure et plus intéressante pour l'audience. Brian Upton continue et dit « Yet, despite all these limitations, theatrical performance still provides the possibility of play.
Even within the narrow constraints established by the script, the actor is afforded a significant number of moment-to-moment creative choices. An individual performance is shaped not just by the mechanical execution of predetermined dialogue and stock gestures, but also by improvisation, by spontaneous nuances of expression, timing, inflection, and tone. Le jeu play serait donc la clé émancipatoire du jeu d'acteur, de l'acting, trop souvent prisonnier des contingences et des étreintes traditionnelles. Au fond, ce que nous dit Upton, c'est que la créativité de l'acteur est importante pour réussir un rôle. Il rappelle à l'acteur qu'il n'est pas une coquille vide modelable à merci par les dramaturges ou des conventions vétustes. J'entends sans objection ce que Upton tente de faire dans la veine de Stanislavski qu'il cite notamment. Le jeu, entendu comme une marge de liberté, augmentera sans doute la qualité de la performance. Un jeu d'acteur trop contrôlé peut donner une impression de stérilité et de médiocrité, alors qu'un jeu organique et plus libre signale un contrôle, une habileté, non pas quant aux directives données, mais quant à l'acte lui-même. Pour ce faire, Upton commence son chapitre en disant que le théâtre, ce n'est pas du make-believe. Il entend par là que le théâtre diffère des jeux d'enfants, par exemple. C'est ce qu'il entend par make-believe. Voici comment il pose cette idée en tout début de texte. The most important difference is that theater is performed for the benefit of an audience. In a game of make-believe, each player is interested in satisfying his own agenda, or less commonly, the agendas of his fellow players. There is no consideration for whether or not the game is interesting for an outside observer. A child playing on a playground isn't worried about putting on a good show for his teacher standing nearby. En comparaison à un acteur au théâtre qui performe pour quelqu'un. Le théâtre, dira-t-il, est d'abord un spectacle conçu pour une audience. Et par ailleurs, le théâtre est quelque chose de déterminé d'avance, autant sur le plan du récit, dont on connaîtrait la fin, que sur le plan de l'action. Les gestes et les mouvements des acteurs sont scriptés d'avance. Note numéro 34. Il est très curieux que Upton ne cite seulement, à titre d'exemple, la très célèbre pièce de Shakespeare, Hamlet, pour justifier le déterminisme du récit théâtral. Qu'en est-il d'une pièce contemporaine originale dont l'audience ne connaît aucunement l'histoire? Il devient alors difficile de suivre son raisonnement sur ce qui va suivre, sachant que l'objectif de son propos est d'ajouter du jeu, c'est-à-dire du make-believe, du play, au jeu d'acteur, c'est-à-dire de l'acting. La distinction très marquée qu'il pose entre théâtre et make-believe ne semblera pas pouvoir tenir pour la suite des choses. Sa distinction entre théâtre et make-believe ne fonctionne effectivement pas si ce qui rend le jeu théâtral meilleur, c'est le fait qu'il y ait du jeu, c'est-à-dire du make-believe. Si le jeu théâtral comporte du jeu, ça doit vouloir dire qu'il est déjà du jeu de prime abord. Sa définition du make-believe est assez floue et imprécise à cet égard. Il semble vouloir dire que le make-believe, c'est tout ce qui englobe les jeux d'enfants, les jeux de table, les jeux vidéo, les sports, etc. Alors que le théâtre et les autres formes d'art, supposons-nous, relèveraient de quelque chose d'autre que de ce make-believe. Upton semble volontairement faire cette fragile distinction pour la démanteler immédiatement en disant que le théâtre comporte en fait sa part de make-believe. Même que c'est cette part qui permet de générer de meilleures performances. Cette prémisse, que le théâtre n'égale pas le make-believe, agit un peu comme un homme de paille dans son raisonnement, puisqu'en réalité, personne ne semble prétendre que le théâtre ne soit pas du make-believe, sauf Upton. Une grande littérature s'est attardée sur ces questions relatives au make-believe dans les arts, questions qui se rapprochent des nombreux débats sur le concept de fiction. Et d'aucuns prétendent que les arts tels que le théâtre ne contiennent pas leur part de make-believe. À tout le moins, tous les auteurs s'accordent sur son statut particulier. Un récit théâtral fictif n'est pas réel. D'où la question, pourquoi sommes-nous émus, comme spectateurs, par des discours fictifs, par des choses fausses? Une réponse possible serait très justement le make-believe. Nous faisons semblant que c'est vrai. De ce fait, du jeu d'enfant jusqu'au théâtre, nous demeurons au sein du make-believe. La preuve en est que le dispositif spectaculaire des arts et du sport, par exemple, est souvent très similaire. La lutte est très révélatrice sur ce point de convergence entre les jeux et les arts.
et le théâtre, effectivement. À cet égard, les jeux que Upton fait entrer dans le make-believe sont tous potentiellement des spectacles et impliquent donc potentiellement des audiences. Distinction erronée encore une fois. N'y a-t-il pas des compétitions d'échecs, de poker et de jeux vidéo? Les enfants qui jouent ne feront sans doute jamais l'objet de spectacles d'envergure pareille, mais à qui veut bien se prêter au jeu du make-believe, pour un moment qu'un jeu imaginaire devient rapidement merveilleux, même pour un adulte. Upton se trompe lorsqu'il pense définir le make-believe en disant que there is no consideration for whether or not the game is interesting for an outside observer. Parce que le make-believe relève toujours d'une relation entre l'acte de l'acteur qui fait semblant d'être quelque chose qu'il n'est pas et l'acte du spectateur qui fait semblant que ce qu'il voit est vrai. Le théâtre, c'est du make-believe, contrairement à la prémisse qu'il pose. Et les jeux peuvent susciter des audiences aussi contrairement à sa prémisse. Les conséquences étant certes que le jeu d'acteur, l'acting, comporte sa part de jeu, de play. La proposition de Upton voulant qu'en considérant le jeu théâtral comme un jeu, on augmente sa qualité spectaculaire pour l'audience et créative, est donc très clairement sensée. Presque trop évidente parce que, par conséquent, son raisonnement s'égare dans des détours plus ou moins pertinents au point où il ne réalise plus les implications philosophiques de son propos. C'est qu'en fait, il n'est pas du tout nécessaire de prouver que le théâtre comporte son lot de make-believe et de non-détermination. C'est son principe même. Le make-believe est une idée centrale à ce genre de réflexion. Nous avons mentionné que le make-believe est un acte. Cela fait très clairement écho au texte précédent, notamment celui de Henriot et de Agamben, à savoir le rapport du jeu à la puissance de faire comme si, à l'impuissance comme puissance. Pour terminer, nous voudrions nous tourner vers un cas qui fait bien émerger les implications de cet acte de make-believe en rapport à l'art en général. Une question certes beaucoup trop étendue pour les barèmes donnés ici, mais néanmoins importante et qui fait écho aux notions en jeu. Qu'est-ce qui définit une œuvre d'art? Voilà une question effectivement bien maligne pour terminer un exercice de la sorte. Mais bon. Par exemple, en quoi les ready-made de Duchamp sont-ils des œuvres d'art? Rien d'esthétique dans les ready-made en tant que tels. Rien de beau, pourrions-nous dire, et Duchamp lui-même n'a jamais défendu l'esthétisme de ces objets. Or, comment mettre la Joconde et une roue de vélo dans la même catégorie? Pourquoi sont-ils alors les deux des œuvres d'art? La réponse est bien simple, parce que Duchamp a fait en sorte que ces objets sont des œuvres d'art. Il les a conçus comme des œuvres d'art. Comme nous l'avons dit plus haut, c'est l'acte, le geste, la praxis qui fait en sorte qu'il y ait art et qu'il y ait jeu. C'est exactement ce que disait Henriot au sujet du jeu. Henriot disait « La seule chose qui soit en question quand on parle de jeu, c'est le jouer du joueur éventuel. Le make-believe fonctionne de la même manière, comme un contrat, une relation, comme un acte de faire semblant du joueur/acteur et du spectateur avec un objet qu'on considère comme tel, ludique, fictif ou artistique. » Et voilà. Donc, c'est ça. Le théâtre, l'art, c'est du make-believe, c'est du jeu. L'art, c'est du jeu. Ça fonctionne de la même manière. C'est peut-être pas les mêmes objectifs, mais c'est la même affaire. Il faut faire comme si, il faut croire. C'est important de croire quand on parle de jeu ou d'art. Sinon, ça perd toute son épaisseur. Comme Billy Bean, dans le dernier épisode, lui, Billy Bean, il a pas cru. Il a pas cru que le baseball, c'était un jeu. Lui, il a dit le baseball, c'est une science. Or, il s'est trompé. Il s'est trompé. Le baseball, le jeu, c'est pas une science. Ça se prévoit pas. C'est de l'ordre de la foi. C'est plus bizarre un peu. Mais de l'ordre de la foi, pas au sens religieux. Mais c'est ça. Donc, le théâtre, c'est du make-believe. Le cinéma, l'art, le jeu. On fait semblant, on fait comme si. C'est ça, c'est là qu'elle est l'impuissance comme puissance. C'est d'avoir la puissance de faire comme si. La puissance de
de rien faire. Parce que quand tu fais comme si, tu fais rien en théorie. Tu fais semblant. T'sais. C'est pour ça que l'art puis que le jeu, ben, c'est une impuissance comme puissance. C'est la puissance d'être impuissant. C'est la puissance de dire... c'est la puissance d'être impuissant. De dire... de rien faire. C'est la puissance de ne pas. C'est pour ça que c'est pertinent. Bon. That's it. 24 décembre. Joyeux Noël, tout le monde. Puis on se revoit la semaine prochaine pour le dernier texte qui est à mon idée, mon préféré en tout cas. On va toucher là justement la notion d'habiter. On touche plus au cosmos, à l'imagination, à la mémoire. On va là la semaine prochaine. Fait que restez tunés pour le dernier dimanche de décembre, le 31 décembre, la dernière journée de 2023. On finit ça en grand avec des bonnes questions. Fait que à la prochaine, à dimanche prochain, ça va être le 31, quasiment nouvelle année. Salut!